Bonsoir, nous sommes le mardi 19 avril 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. La campagne d'Emmanuel Macron, où va-t-elle? On en parle avec un de ses ministres, Marc Fesneau, et avec un spécialiste de la marque Macron, Raphaël Lorca. C'est parti. Le second tour de la présidentielle est dans 6 jours. Notre premier invité ce soir est Marc Fesneau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et ce soir, vous portez la parole d'Emmanuel Macron, le président candidat qualifié donc pour le second tour de la présidentielle. À mes côtés, Hélène Salvi. Salut Hélène. Salut. Chef du pôle politique de Mediapart. Une première question, Marc Fesneau. Emmanuel Macron fait-il, selon vous, une bonne campagne de second tour? Oui, je crois. D'ailleurs, on lui avait reproché en 2017... d'avoir été attentiste, il l'a dit lui-même au soir du premier tour en 2017, et là tout de suite il a souhaité retourner sur le terrain. J'ai trouvé que c'était bien qu'il puisse retourner sur le terrain, être en dialogue, et parfois en dialogue un peu difficile avec les Français, pour avoir un moment qui est un moment catharsique, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas un moment où il puisse confronter son point de vue, confronter son projet avec ce que les Français disent et puis ce que les Français ont dit le soir du premier tour. Donc je pense que c'est une campagne qui est à la fois une campagne de terrain puis une campagne plus classique d'entre-deux tours qui est une campagne médiatique parce que c'est aussi comme ça que les médias sont un vecteur important pour développer un projet, un programme et aller projet contre projet. Donc je trouve bien qu'il ait pu combiner les deux. Alors c'est bien que vous parliez d'échanges difficiles parce que vous m'offrez ma parfaite transition. On a effectivement passé en revue ces déplacements de la semaine dernière. On a surtout vu donc un président candidat se faire interpeller assez vivement et y répondre avec le ton qu'on lui connaît désormais. Ça a commencé lundi 11 dans les Hauts-de-France, le style Macron face à tes infirmières qui critiquent le masque pour les enfants. Parce que là, on nous a enfermés pendant 2 ans. On a muselé nos enfants dans les écoles. On nous a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie. C'est à vous que vous dites ça, monsieur Macron. Le lendemain, à Châtenois, en Alsace, il y a cet échange avec un habitant. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh bien, merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez. Les arguments, il les déroule et ça se termine sur un ton à la Macron. Toutes ces casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Le lendemain, en déplacement à Strasbourg, face à une étudiante qui l'interpelle sur le féminisme, il lui répond sur son voile. Est-ce que vous êtes féministe? Ah oui. Ah, ça c'est bon alors, monsieur. Merci pour le discours européen. Ce qui est beau. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous c'est imposé? C'est par choix. Non, mais c'est Totalement par choix, Parce qu'il y a monsieur. les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit « Le vol sera interdit sur la place publique avec moi ». Puis direction Le Havre, alors que revoilà le ton Macron, cassant et définitif face à un prof qui n'envisage pas de voter pour lui. C'est tous les jours la République, monsieur. D'accord, dans les quartiers difficiles du Havre. Et je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord, les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui renseigne la République et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un énorme problème. D'abord, si vous ne faites pas ce distinguo en tant que professeur, c'est un énorme problème. Alors, vous parliez de campagne médiatique, voilà parmi les moments qui ont le plus marqué la semaine dernière. Sur la forme, est-ce qu'on peut convaincre les électeurs en les sermonnant de cette façon? Mais je ne partage pas votre point de vue en disant qu'on les sermonne. D'abord, reconnaissez que les électeurs... Vous êtes d'accord, c'est pas grave, mais reconnaissez que les électeurs eux-mêmes sermonnent, au fond, et c'est le jeu démocratique. Dans une démocratie, dans une démocratie, si vous ne parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, c'est une drôle de conception de la démocratie. Le président de la République a fait le choix d'aller discuter, parler, parfois échanger rugueusement avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais il n'y a pas de sermon, simplement il peut dire à son interlocuteur qu'il n'est pas d'accord avec lui. Je crois qu'on doit aussi à nos interlocuteurs, y compris et surtout quand ils ne sont pas d'accord avec nous,
de leur dire voilà ce qui nous sépare et voilà ce qui peut nous rapprocher. Parce que sinon, on donne le sentiment d'être toujours d'accord et au fond d'être simplement dans l'idée qu'il faut faire semblant d'être d'accord. On peut ne pas être d'accord et je pense que le respect qu'on doit, y compris à ceux qui n'ont pas voté pour nous, et qui peuvent être appelés et qui vont voter pour nous dimanche prochain, de faire en sorte qu'on les respecte. Et respecter les gens, c'est aussi dire qu'on n'est pas d'accord avec eux parfois. Hélène. Lorsqu'ils expriment leur défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je parle de défiance, mais souvent, on l'a vu, c'est surtout de la colère qui s'exprime. Certains, et notamment chez les plus jeunes, évoquent toujours les mêmes éléments. Il est question des violences policières. Dans un autre registre de l'inaction climatique, on se souvient d'ailleurs que l'État a été condamné à réparer le préjudice climatique. L'exercice vertical du pouvoir aussi revient souvent, qui est qualifié dans la perception comme du mépris, c'est le mot qui revient régulièrement. Et samedi, à Marseille, le président sortant a promis une nouvelle fois de se réinventer, qui était déjà une expression qu'on avait entendue en 2018, en 2019 et en 2020. Est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a une rupture de confiance avec une partie non négligeable de la population? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait le 24 avril, effectivement, et au-delà? À cette question, la réponse est oui, mais ce n'est pas seulement avec nous, avec ce gouvernement, avec le président de la République. Il y a une rupture de confiance entre les citoyens et les gouvernants. D'une manière globale, j'ai été élu local, je vois très bien à quel point il y a un certain nombre de gens qui sont en défiance permanente. François Bayrou utilise souvent le terme de sécession, au sens de gens qui ne se reconnaissent plus dans le cadre démocratique qui est le nôtre. Et donc on a besoin de travailler à la fois d'ici dimanche, mais après dimanche, au fond aussi. De toute façon, il faudra travailler sur quelque chose qui est de l'ordre de renouer la confiance. Alors il y a plusieurs éléments pour renouer la confiance. D'abord, reconnaissons-le, en tout cas, j'entends pas beaucoup de gens dire que le président de la République n'a pas été au rendez-vous des promesses qui avaient été les siennes. C'est-à-dire de poser les termes d'un contrat et d'un projet qui soit tenable et qu'on puisse tenir dans les 5 ans qui viennent. Puis deux, c'est ça que vous évoquez sans doute, c'est la question de la pratique démocratique. Il faut que, c'était l'objet d'un certain nombre de dispositions législatives, y compris constitutionnelles, qui n'ont pas pu aboutir, que deux, on réfléchisse différemment l'équilibre des pouvoirs, et puis se dire aussi qu'au fond, une élection ne règle pas tout. Elle met en situation des gens de gouverner, de responsabiliser un certain nombre de gens, mais en même temps, dans le temps du mandat, il y a besoin en permanence d'être en interaction. Alors c'est parfois le référendum, c'est parfois les process de démocratie participative dont je m'occupe au gouvernement, c'est parfois tout simplement, au fond, en permanence, de prêter une oreille attentive à ce que peuvent dire les citoyens sur tel ou tel sujet. C'est une question d'attitude, c'est une question d'institution, et puis c'est une question de pouvoir réinterroger les questions, parce que parfois les questions changent d'un moment ou à un autre, d'une temporalité à une autre, devant les citoyens. Et puis, vous évoquiez la question en particulier écologique, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de jeunes portent cette question, alors pas que les jeunes, mais souvent les jeunes de façon plus aiguë, parce qu'au fond ils voient bien que devant eux ils ont un mur, non seulement de difficultés, de crise guerrière, de crise économique, de crise financière, mais ils voient une crise supplémentaire qui est la crise écologique. Et donc il faut essayer de tracer un chemin avec eux. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas noir ou blanc et que nous avons fait dans ce quinquennat plus qu'il n'avait jamais été fait depuis des années. Enfin, depuis d'ailleurs qu'on s'occupe de ces sujets écologiques. Est-ce qu'il faut faire plus? Le président de la République l'a rappelé samedi à Marseille. Oui, il faut faire plus. Mais en même temps, il faut faire quelque chose qui soit acceptable par la population. Vous voyez bien que les sujets de transport, les sujets de logement, les sujets d'alimentation sont des sujets qui touchent aussi au pouvoir d'achat, au mode de vie. Et donc, il faut que ça se fasse en embarquant, si vous me permettez cette terminologie, en embarquant les citoyens. Quand on le fait sans eux, ils ont assez vite le sentiment qu'on le fait contre eux. Et donc c'est ça sur lequel il faut travailler. On l'a vu là dans cette première semaine, on a eu le sentiment que ça partait un peu dans tous les sens. Pardon pour l'expression, mais on peine à comprendre à qui Emmanuel Macron parle. Sur les retraites, il y a eu une sorte de pas de deux, 64 ans, puis ses soutiens revenaient en disant non, on reste à 65 ans. Et on voyait bien que ce pas de deux, en fait, tentait agacer d'une certaine façon beaucoup de personnes à droite sans franchement convaincre à gauche. On a eu aussi l'émergence d'un sujet qui n'avait jamais été abordé jusqu'ici, qui est la question du septennat, qui a un peu surgi de nulle part. Tout ça a créé de la confusion. Est-ce que vous l'avez vu aussi, cette confusion, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord simplement? Moi, je ne crois pas que ce soit une question de confusion. Je pense que dans un entre-deux-tours, vous êtes sur autre chose. Dans le premier tour, il y avait 12 candidats. Donc vous avez une... À qui Emmanuel Macron, du coup, n'a pas parlé. Donc la confrontation d'idées, par nature, 12 candidats, c'est compliqué d'avoir une confrontation d'idées. J'ajoute qu'il faut le reconnaître, personne n'est coupable de cela. La crise ukrainienne a un peu écrasé les débats et donc ça a fait que d'un certain nombre de débats n'ont pas pu se nouer. Sur la question des retraites, si je reprends les deux sujets que vous avez évoqués, sur la question des retraites, le président de la République, il a à la fois donné l'objectif et le cap.
en disant il y a quand même question d'allongement de la durée de vie qui pose la question de l'âge de départ, et en même temps il a parlé, au fond dans cette affaire de retraite, il a parlé méthode. En disant, et ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être obtus complètement sur la solution et se dire que peut-être on peut bouger sur la méthode. Et il me semble que ça, c'est un élément important. Donc et par ailleurs, sur la solution, si je vous suis, c'est peut-être pas 65 la solution, c'est ça que vous dites ? Non, mais c'est ce qu'il a dit. Je pose 65, mais je peux bouger sur 64. C'est-à-dire que on peut pas à la fois dire qu'il faut que les gouvernants écoutent. Et quand ils écoutent, de dire, au fond, pourquoi ils écoutent. Je pense qu'il faut qu'on soit, enfin moi en tout cas pour ma part, je pense qu'il faut qu'on essaie d'être conscient de la nécessité d'être en dialogue avec les citoyens. Mais et deuxième chose, qui est à peine après un mois après avoir présenté son programme, c'est quand même rapide comme. Qu'on ait besoin sur ce sujet-là, qui est un sujet de cohésion sociétale, de cohésion sociale au fond. Le sujet retraite est un sujet qui tire la pelote globale de quel est le modèle social que nous avons. Qu'on puisse essayer de trouver les voies d'un dialogue et d'un compromis plutôt que les voies d'une confrontation, il me semble que c'est un chemin qui est intéressant et utile. Et donc je pense que c'est un élément. Sur le sujet institutionnel, CGT et subténat, la vérité c'est que personne n'a parlé institutionnel pendant cette campagne. Il se trouve que le sujet réémerge. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron en avait parlé pendant sa conférence de presse. Non mais il en avait parlé, mais après, le sujet ne s'est... Non mais vous savez comment ça se passe, une campagne, vous connaissez ça aussi bien que moi. Il y a parfois des sujets qui émergent et d'autres qui n'émergent pas. Et là, ce sujet a réémergé. Pourquoi ? Sans doute issu du premier tour, qui est un bouleversement un peu du paysage politique français, et ça repose la question, et donc c'est bien qu'il ait pu donner son point de vue. En tout cas, nous, on a eu l'impression qu'il y avait une confusion, on vient d'essayer de l'expliquer. Confusion, je dirais, à son maximum quand dans ses discours, Emmanuel Macron cite des slogans historiques à gauche. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Chacun prendra sa part dans ce combat du siècle. Chacun devra prendre sa part dans cet avenir en commun que nous avons à construire. On est au bout du en même temps, là. Non mais... Est-ce que entendre Emmanuel Macron reprendre des slogans de gauche, c'est pas la question des slogans. Je veux dire, non mais enfin lui, quand même un petit peu. Non mais il parle de ça. On va pas non plus se cacher. Non mais on va pas se cacher derrière son petit doigt. C'est pas le sujet. Mais la question, la question n'est pas de se cacher derrière son petit doigt. La question c'est, est-ce que ce qu'il dit est en défaut de ce qu'il a dit et ce qu'il a essayé de faire depuis 5 ans ou ce qu'il propose de faire dans les 5 ans qui viennent. Alors après, on peut disserter si vous voulez sur la terminologie et peut-être disserter d'ailleurs, y compris sur le bilan. Et sans doute vous le feriez assez volontiers. Mais sur le sujet de dire, quand vous choisissez un président de la République, vous décidez de quel est l'avenir en commun que vous avez envie de construire. Pardon de dire qu'il n'est pas nouveau que moi je pense que dans l'espace qui est le mien, l'espace du MoDem, que les profits comptent moins que les vies d'un certain nombre de gens. Voilà, il n'y a rien de très nouveau. Alors après, vous allez dire... Vous trouvez que le quinquennat qui vient de s'écouler est en cohérence avec le slogan « Nos vies valent mieux que leurs profits ». Il me semble que sur un certain nombre de sujets, quand vous avez essayé de revaloriser des allocations, j'ai pas dit que tout était parfait, d'ailleurs vous me trouverez. Parce qu'un des premiers gestes, c'est la suppression de l'ISF. Donc vous voyez, c'est difficile de se réclamer d'un slogan de la FCR quand même. Mais la question de l'ISF, c'est pas la question seulement des profits, c'est la question de l'imposition. Les slogans, c'est du symbole, c'est de la punchline. Les slogans sont du symbole, mais en même temps, les mots ont un sens. Quand vous dites... Oui, justement. Il me semble, oui, mais... Quand, depuis 5 ans, on a essayé plutôt de faire en sorte que les gens sortent de la situation d'aide de demandeurs d'emploi, qu'on a essayé de réindustrialiser le pays, ça, c'est une réponse concrète à des sujets concrets, me semble-t-il. Les soutiens d'Emmanuel Macron aujourd'hui appellent dans cet entre-deux tours face à l'extrême droite les partis de gauche, des écologistes à la France Insoumise, à la responsabilité. Je vais vous citer quelques phrases qui ont marqué le quinquennat. Donc j'ouvre les guillemets. Nous voulons justement sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts. Autre phrase. Moi, ce qui m'effraie encore plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels du moment. Dernière phrase. Je ne m'explique pas qu'un parti comme la France Insoumise, qui a dénoncé longtemps l'opium du peuple, soit désormais lié à un islamo-gauchisme qui détruit la République. Ces phrases, ce sont vos collègues du gouvernement qui les ont prononcées. Est-ce que vous comprenez qu'après tout ça, les partis de gauche aient un petit peu de mal ? Alors, il faut distinguer les partis et distinguer les électeurs, si je peux me permettre. D'ailleurs, j'aurais du mal à vous distinguer, et nous aurions collectivement du mal, tous les trois, à distinguer ce qui a été le ressort du vote pour Jean-Luc Mélenchon, qui était à la fois un vote de gauche,
parfois d'extrême gauche, parfois un vote qui était sur les questions écologiques, parfois un vote d'idéal, parfois un vote utile. Enfin, et d'ailleurs tout ça fait un vote et ça ne remet pas en cause la hauteur du vote. Donc ne cherchons pas à dire qu'on essaie de caricaturer les électeurs dans le vote qu'ils ont essayé d'exprimer. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans cette phrase-là, il y a un peu pour tout le monde. Les écologistes, LFI... Par ailleurs, que nous ayons eu des débats et que nous ayons des querelles avec un certain nombre de ces partis politiques, c'est une chose. Après, il y a un premier tour dans une élection présidentielle et il y a un deuxième tour. Le deuxième tour, c'est un tour où, parfois, on n'a pas le candidat qu'on souhaiterait. Ça, je dois avouer personnellement que ça m'est arrivé dans ma vie politique. Mais après, on fait des choix. Et donc, c'est comme ça qu'il faut identifier les choses. Mais on ne va pas non plus se masquer derrière des querelles idéologiques au bon sens du terme qu'on a pu avoir avec la France insoumise. Mais c'est une question. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour la France? C'est la question qui est posée aux électeurs pour le deuxième tour. Mais vous ne me verrez pas, nier ce qu'ils sont et nier ce que je suis. Et donc, c'est pas dans ces termes-là qu'il faut poser les choses. Alors après, reconnaissons que la France insoumise a été un des partis qui a été le plus virulent d'opposition avec le gouvernement. Bon, j'entends en même temps... En fait, pardon, je vous pose la question parce que ces phrases, elles ont été prononcées sur des thématiques très particulières qui sont les thématiques liées à l'identité et souvent à l'islam. Pardon de vous dire qu'il me semble que nous n'avons pas été les seuls à poser ces questions-là à la France insoumise. Il me semble qu'une partie de la querelle à gauche... et y compris, je le vois dans la question des législatives, se noue autour de ces questions-là. En tout cas, les débats qu'il y a eu, ou les querelles qui ont été faites à Jean-Luc Mélenchon, candidat par parfois les écologistes, parfois les socialistes, ont été exactement sur ces thématiques-là, me semble-t-il. Donc, c'est pas nous qui les avons inventées, ces querelles-là. Elles existaient au sein de la gauche sans que nous ayons besoin d'y Je vais reformuler. Est-ce que la façon dont les sujets identitaires sont présentés et abordés par le gouvernement n'a pas fait finalement, d'une certaine manière, le lit de l'extrême droite et conduit aujourd'hui à une méfiance des électeurs on va dire de gauche ou même du centre, à se dire est-ce qu'on va donner un bulletin de vote à Macron pour faire barrage à l'extrême droite, alors même que pendant un quinquennat, il n'a pas fait réduire la part de l'extrême droite et au contraire, il a couru derrière les thématiques identitaires. Moi, il me semble... Enfin, non, on ne peut pas dire que dans le quinquennat, nous ayons couru après les thématiques identitaires. On peut avoir des débats avec... Attendez. D'accord. On peut avoir des débats... Non, mais on n'a pas couru derrière les thématiques. On peut avoir des débats avec la France insoumise, on peut avoir... Non, mais sortons de la France insoumise. Non, mais c'était... Parce que c'était le fait générateur, si je peux dire, sans courir après les thèmes identitaires. On peut ne pas être d'accord avec Madame Le Pen sans être d'accord avec Monsieur Mélenchon sur un certain nombre de thèmes. Enfin, je veux dire, on a le droit, là aussi, d'avoir notre propre parcours et notre propre chemin. Et donc, je comprends mal comment dirais-je... Cette espèce de clivage qu'on essaie de dire, c'est soit vous n'êtes pas d'accord avec M. Mélenchon, à ce moment-là, vous seriez d'accord avec Mme Le Pen. Il y a des gens qui ne pensent pas comme Mme Le Pen, du tout, et nous en sommes, et des gens qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre identitaires ou communautaristes avec M. Mélenchon. Et c'est quand même la majorité des Français qui sont dans cette ligne-là. Donc vous ne diriez pas qu'il y a eu, pendant le quinquennat, des mauvais procès qui ont été faits, parce que là, on parle beaucoup de LFI, mais dans les phrases que je vous citais, il était aussi beaucoup question d'Europe Écologie Les Verts, on le sait. Mais sans doute sur ces cas-là, alors j'ai plus la mémoire et puis je ne demande pas de faire du name dropping, comme on dit. Il y avait des faits spécifiques qui étaient identifiés, me semble-t-il, autant que je m'en souvienne, mais je n'ai pas la mémoire. C'est-à-dire qu'être plus effrayé qu'Éric Zemmour, enfin être plus effrayé par les discours intersectionnels du moment que par Éric Zemmour. C'est ce que oui, non, ça, c'est ce que Sarah El-Haïry avait dit, notre collègue du gouvernement, pour faire du name dropping. Faites du name dropping. Il m'étonnerait pour connaître Sarah El-Haïry qu'elle ait dit qu'elle était plus effrayée par les thématiques de cette nature-là que les thématiques d'Éric Zemmour. Éric Zemmour était un adversaire politique, il ne nous aura pas échappé. Non mais Éric Zemmour est un adversaire politique, il appelle à voter Marine Le Pen, c'est bien la différence entre lui et nous. C'est votre adversaire politique, en tout cas à vous, on l'a bien compris. On vous pose toutes ces questions parce que on va parler maintenant de ce presque gros mot qui est devenu le Front républicain. Au lendemain du premier tour, on n'a pas eu le sentiment qu'Emmanuel Macron avait franchement tendu la main. En déplacement, il a balayé le Front républicain. Je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'est 2002. À croire que le président candidat a perdu la mémoire, car fraîchement élu en 2017, voici ce qu'il disait. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle
à cet engagement pris, je protégerai la République. Alors, question très très simple, est-ce que vous pensez que le Front républicain existe encore ? Mais moi, il n'y a rien à retirer de ce que dit le président de la République, et ça n'est pas antinomique avec l'extrait précédent que vous avez cité. Moi, je me souviens très bien de 2002. Je me souviens très bien de 2002. 2002, on avait dit aux gens, de toute façon, c'est simple, c'est Jean-Marie Le Pen ou Chirac, donc ne vous posez pas de questions. Sans se dire, d'ailleurs, le fondement pour lequel c'était on ne veut pas de Le Pen. Et 82% des Français, et nous en étions tous, beaucoup d'entre nous, n'ont pas voté, ont voté pour Jacques Chirac à l'époque. Bon. Dans une forme qui a abouti derrière, je le rappelle, à l'idée qu'au fond, il fallait rester dominant et qu'il n'y avait pas d'ouverture. Et j'ai toujours regretté qu'en 2002, Jacques Chirac n'ait pas tendu la main, au fond, à ceux qui avaient voté pour lui alors qu'il ne partageait pas ses idées. Et donc le Front républicain, comme un espèce d'étendard qu'on porte en disant « peu importe ce que je pense, il faut voter contre Marine Le Pen », puisque désormais c'est Marine Le Pen fille, il faut voter comme Marine Le Pen, sans se dire que vous allez voter, je vous demande de voter pour moi, parce que nous partageons un certain nombre de valeurs de la République. Mais quand par ailleurs j'assume le fait, il faut que nous assumions le fait que vont voter pour nous des gens qui ne partageaient pas en première intention, et peut-être même en deuxième intention, nos idées, je pense que c'est une façon plus respectueuse que de dire simplement je lève un drapeau Front républicain sans réfléchir. Donc c'est plus conscient de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui au deuxième tour ne trouvent pas le candidat qu'ils souhaitaient et avec lesquels nous partageons sur la République, sur un certain nombre de valeurs, sur les valeurs de liberté, sur les questions européennes, un certain nombre de valeurs que nous partageons. C'est ça, alors vous pouvez l'appeler Front républicain si vous voulez, mais en tout cas il ne faut pas le faire comme un ordre donné à ceux qui n'ont pas voté pour nous. Je pense qu'il faut le faire avec une forme de, comment dirais-je, de modération oui, active. Mais là, ce qu'on entend dans le président, c'est qu'il ne faut pas donner des leçons aux gens. Ça c'est sûr, mais là le président de la République dit qu'en 2017, c'est pas le Front républicain qui lui a permis d'être élu. Mais contrairement à ce qu'il disait au soir de sa victoire. Mais parce qu'en 2017, il n'a pas dit... Est-ce que c'est pas une manière de balayer un petit peu et de considérer que... Attendez, je finis ma question. Est-ce que c'est pas une manière de considérer que tous ceux qui ont voté pour lui ont voté pour son projet et donc de faire campagne comme il le fait, à projet contre projet? Le discours que vous évoquez là, c'est un discours après le deuxième tour. Bien sûr. Et donc il dit très clairement qu'il a bien conscience qu'il y a des gens qui ont voté pour lui et qui n'étaient pas d'accord avec lui parce qu'ils avaient une certaine idée de la République. Conscience donc semble ça n'est pas un mépris, ça n'est pas un mépris du Front républicain, c'est juste de dire j'ai conscience qu'il y a des gens qui ont mis ou qui vont mettre dans le bulletin, dans l'urne un bulletin qui n'était pas celui qu'ils avaient envie de mettre, mais qui est un bulletin qui est celui qui permet de sauvegarder la République. Est-ce que vous considérez que Emmanuel Macron, puisque vous disiez Jacques Chirac n'a pas pris en considération ce vote en 2002, est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron a pris en considération ce vote? Parce que, de fait, même s'il dit qu'en 2017, le Front républicain n'a pas joué, il y a des millions de personnes qui ont voté contre Marine Le Pen, mais pas forcément pour Emmanuel Macron. Personne ne dit le contraire. Est-ce que lui, ce vote l'a obligé, comme on disait à l'époque? Il obligeait, il continue d'obliger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a essayé. Alors, je répète, pardon. Allez-y. Il y a une majorité qui se construit. Il y a un projet qui avait été porté en tête au premier tour. Il n'est pas illégitime que le président de la République ait développé son projet, mais avec l'idée toujours, et sur un certain nombre de sujets, sur les questions d'égalité des chances. Alors, je répète, on n'aura pas été assez loin, mais il faut aller plus loin, mais sur les questions d'égalité des chances, sur les questions d'égalité territoriale, sur les questions de réindustrialisation, on a essayé. Sur les questions de ce qu'on a essayé de faire après la crise des Gilets jaunes, on a essayé de répondre à ces questions-là, au-delà des questions du projet qui était le nôtre et de ce qui était le strict champ partisan de notre élection. Comme il considère que le Front républicain a disparu, on sait ce qu'il dit, Emmanuel Macron s'est lancé dans... Il dit qu'il n'a pas été élu là-dessus. Non, il ne dit pas ça. Il dit que le moteur n'a pas été le moteur qui avait été celui qui avait un peu été un porte-étendard de 2000. C'est pas un reproche qui est fait aux gens quand il dit ça. Je sais bien, mais il dit juste que le moteur a été un moteur d'une autre nature. Était un moteur de on défend la République, mais le président de la République, dans l'entre-deux tours de 2017, comme dans 132 tours, ne vient pas donner la leçon aux Français en leur disant il faut voter pour moi parce que vous avez Le Pen en face. C'est juste la différence. C'est l'inverse qu'on entend. Alors justement, aujourd'hui, d'ailleurs il le dit, il le formule, il fait une campagne d'entre-deux tours, projet contre projet. Oui. Et d'une certaine façon, il dit je veux convaincre, donc d'une certaine façon viser le vote d'adhésion. Est-ce que dans un tel contexte, on peut comprendre qu'on mène cette stratégie face à des partis républicains? Quand on est face à l'extrême droite, est-ce que c'est pas un peu dangereux comme stratégie? De faire un vote d'adhésion? Il me semble que de toute façon, quand vous voulez être président de la République,
Le 24 avril, au soir 20h, ou le lendemain matin, vous êtes le président de tous les Français. Donc vous avez une exigence, c'est de rassembler, et de rassembler par-dessus ceux qui ont voté pour vous au premier tour. Quelle que soit d'ailleurs la configuration, que ce soit une configuration comme celle qu'on connaît, qui est une configuration assez radicale, mais même dans les autres configurations, quand vous êtes président de la République, y compris dans un deuxième tour, et c'est pas la première fois, vous avez besoin de plutôt dire ce que vous avez comme élément qui peut rassembler les Français que les diviser. Et la question écologique, par exemple, en est une. Est-ce que vous comprenez que pour des électeurs qui veulent voter contre Marine Le Pen parce qu'ils ne veulent pas l'extrême droite au pouvoir, est-ce que vous comprenez, mais qui n'adhèrent pas au projet, à la sensibilité, à ce que vous voulez d'Emmanuel Macron, est-ce que vous comprenez que le vote d'adhésion soit un répulsif? Non mais... Est-ce que c'est une bonne stratégie? Il dit « j'essaye de convaincre ». Il essaye de convaincre que son projet est meilleur pour la France. Bon, est-ce que le 24 avril au soir, en tout cas vous ne m'entendrez pas, ça je peux prendre un engagement ce soir devant vous, le 24 avril au soir, vous ne m'entendrez pas dire X pour si nous gagnons, ce que je souhaite, vous ne m'entendrez pas dire les Français ont dit qu'ils étaient d'accord à X% avec le projet. Parce que nous avons un devoir. Ça nous donne plus de devoirs que de droits, cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire quand même qu'à la fin, il n'y a pas un président de la République qui est élu dans cette configuration-là. Je dis juste que c'est plus sain et c'est plus honnête de le faire comme ça. C'est-à-dire de dire, j'essaie de vous dire, au-delà de ce que sont les sujets de la République, ce que j'ai envie de faire pour le pays, pour le rassembler, sur les questions écologiques, sur les questions économiques, sur les questions européennes, sur les questions internationales. Je trouve que c'est plus honnête vis-à-vis des citoyens. Alors justement, on a rencontré des Français qui n'ont visiblement pas voté Emmanuel Macron au premier tour. C'était donc samedi un peu partout en France, à l'occasion donc des manifestations contre l'extrême droite. 23 000 personnes dans la rue selon le ministère de l'Intérieur, 150 000 selon les organisateurs. Une manif à l'appel de plusieurs associations comme la CGT, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, et aussi notre journal Mediapart. Dans le cortège à Paris, on a rencontré ceux qui doutent encore. C'est les élections de la honte. Et voilà. Vous savez déjà ce que vous allez faire dimanche prochain? Honnêtement, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je pense que la raison va l'emporter. Donc ce sera pas une voix pour Le Pen. Et c'est quoi votre mot d'ordre, vous, aujourd'hui? Pas une voix à Marine Le Pen et le moins de voix possible à Emmanuel Macron, mais... Chacun fera son choix en fonction de comment il a vécu ce quinquennat, voilà. Et vous savez déjà ce que vous allez faire dimanche prochain? Ouais, bah normalement je vais aller à la pêche. Mais on va regarder quand même les débats, voir si Macron fait pas trop d'erreurs et si c'est pas trop chaud, quoi. Parce que dans tous les cas, faut pas que Marine Le Pen passe, ça c'est clair. Mais s'il joue avec le feu, il faut pas jouer trop avec le feu non plus. Voilà. Ça fait chier, voilà. C'est ça mon mot d'ordre, ça fait 20 ans qu'il se passe la même chose, quoi. Moi, depuis que j'ai l'âge de voter, c'est toujours pareil, donc... Voilà. Vous savez déjà ce que vous allez faire dimanche prochain? Non. Bah non. C'est une vraie question, quoi. Donc voilà. Ça fait partie de la réflexion, là, aujourd'hui. Et figurez-vous qu'on l'a vu, le visage du Front républicain. Plusieurs visages même, les voici. C'est juste pour dire non au FN et à l'extrême droite en général. Je vais voter Macron. Ça fait mal aux fesses, mais il faut le faire. Mon mot d'ordre, c'est faire barrage. Malheureusement, ce mot, il est dégueulasse. On l'a trop entendu dans des mauvaises bouches. Contrairement à ce que j'ai hurlé dimanche soir en voyant les résultats. Et comme je l'ai dit lundi matin, bah ouais, je vais aller voter Macron comme ça. Ah bah, je vais voter Macron. Même si on n'est pas d'accord, même si on a des griefs contre Macron, il faut vraiment... vraiment se lever et faire barrage parce que c'est important. Je pense que je vais mettre un bulletin Macron parce qu'il n'y a pas le choix pour moi. Est-ce qu'on aurait pu imaginer des sympathisants d'Emmanuel Macron marcher contre le fascisme samedi? Oui, on aurait pu. D'ailleurs, enfin, il ne me semble pas que chez les sympathisants d'Emmanuel Macron, il y ait le moindre doute sur la distance au fascisme. Enfin, je veux dire, alors ça, il semble pas le moindre doute, mais oui. Comme le président lui-même a expliqué que manifester dès le lendemain contre les résultats d'élections démocratiques ne mène à rien, on se demande si... Non, mais je pense que dans une... C'est ce qu'il a dit. Non, mais j'ai bien noté que vous faites du verbatim, mais je me permets de dire qu'il me semble que dans une élection, le moment important, c'est l'élection du premier et du deuxième tour. Moi, j'entends des gens là qui s'expriment, qui disent à la fois... je ne reprendrai pas la terminologie qu'après une dame que j'entends et que je comprends. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de problème à entendre et à comprendre ça. Et des gens qui s'apprêtent à voter pour Emmanuel Macron avec l'idée qu'ils le font par esprit de responsabilité. Donc il faut saluer l'esprit de responsabilité des uns. Je comprends les doutes des autres. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui doutent?
Vous leur dites notre projet est meilleur ou vous leur dites on va essayer de composer ensemble parce que mais je pense qu'il faut leur dire plusieurs choses. C'est pour ça ça marche pas avec ce genre. Non mais je pense qu'il faut dire plusieurs choses. Je pense que notre projet est meilleur et plus de concorde nationale que le projet de Marine Le Pen, incontestablement. Je pense que nous défendons plus et nous partageons plus avec eux sur les questions des valeurs républicaines que Marine Le Pen. Voilà, il me semble que ça, c'est des éléments. Et 3, je dis une chose, c'est que de toute façon, les problèmes que nous avons devant nous, je le dis, et je pense là aux 20 heures, les problèmes que nous avons devant nous, ils nécessitent plutôt... Alors, on peut avoir... C'est pas parce que je suis dans l'espace central que je pense que je suis un béni oui-oui et que je pense qu'on est tous d'accord. Mais je pense que, par ailleurs, les défis qu'on a devant nous nécessitent plutôt du rassemblement que de la discorde. Alors, on peut avoir des débats, on peut avoir des querelles, et au bon sens du terme, parce qu'en démocratie, il faut avoir des débats, des querelles et des lignes de fracture. Mais en même temps, les sujets de transition écologique, les sujets de souveraineté européenne, les sujets géostratégiques sont des sujets les sujets démocratiques, sont des sujets que, au fond, nous pourrions en grande majorité partagée avec les Français. C'est ça qu'on a devant nous. On le voit quand même, la situation est extrêmement compliquée, il y a beaucoup de flou, pas le contraire. Beaucoup d'hésitations. Est-ce que finalement ce ne serait pas plus simple qu'Emmanuel Macron dise « Ok, je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas de moi, mais je sais que ces personnes-là veulent encore moins de Marine Le Pen ». Est-ce que ce ne serait pas un message plus audible aujourd'hui ? Pardon, le discours qu'il a tenu le soir de sa victoire en 2017 et ce qu'il dit là dans cette campagne, il n'y a rien d'autre. Et d'ailleurs, quand il va à la rencontre de Français qui viennent plutôt le mettre à portée d'engueulade, comme on dit parfois, que de gens qui l'acclament, il dit ça. Il dit ça aussi. Pas tout à fait ce qu'il dit. En faisant ça, il dit vous n'êtes pas dans la vraie vie. Il dit vous êtes fou. En faisant ça, il dit ça. Il assume le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qu'on peut peut-être sur un certain nombre de sujets essentiels les partager. Il dit ça dans cette campagne. Enfin, quand on lui parle de l'affaire Benalla, de l'affaire MSC, il dit au monsieur qu'il mélange tout. Tout se mélange dans sa tête. Ça fait partie aussi de la vie démocratique, quand même. L'exemplarité en politique. On est d'accord là-dessus. Il a le droit, mais ce monsieur est tout à fait légitime à le dire, et il est tout à fait légitime de dire que là, c'est quand même plusieurs sujets qui ne sont pas de même nature. Voilà, qui sont de nature, qui sont des arguments de nature à forger un vote. On entend une forme tout de même de condescendance et de mépris dans ces propos. Non, mais je vais vous dire, je connais un peu le président de la République. On cherche en permanence de la condescendance là où on a quelqu'un qui vient. La condescendance, c'est de ne pas rencontrer les gens, de ne pas essayer, non pas seulement de convaincre, mais d'écouter ce qu'ils ont à dire, y compris quand c'est pas agréable. Ça, c'est plutôt une attitude de respect. Alors, le respect, c'est d'écouter aussi ceux qui vous engueulent, pardon du terme. Après qu'on ne soit pas d'accord, c'est pas de la condescendance, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. Et on a le droit de ne pas être d'accord sans que tout de suite on l'interprète comme des affaires de condescendance. Merci Marc Fesneau. Bonne fin de campagne. Il reste donc 6 jours à peine. Suite de l'émission sur la campagne Macron, tout de suite. Bonsoir Raphaël Lorca, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes doctorant en philosophie du langage, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous avez publié La marque Macron aux éditions de l'Aube. D'abord, c'était quoi, pour poser un petit peu le décor, c'était quoi la marque Macron en 2017 ? Est-ce qu'il y en avait une ? Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, effectivement, c'était qu'Emmanuel Macron avait construit sa campagne sur un dispositif symbolique qui était neuf, qui n'était pas simplement une stratégie de com', qui était une stratégie de marque. Qu'est-ce qu'une marque ? Je prends une définition très exigeante qui est celle de mon directeur de thèse, Benoît Elbrun, qui consiste à dire une marque, c'est une articulation cohérente entre un système de valeurs et une esthétique. C'est-à-dire que fond et forme doivent être articulés de manière cohérente. Ce qui m'intéressait en 2017, c'était de montrer que, au-delà de tout ce qu'on avait pointé comme incohérence, le fameux en même temps, on ne comprenait pas trop exactement, il piochait à la fois à droite et à gauche. Au fond, il y avait une forme de cohérence, c'était que j'ai essayé de montrer qu'il avait construit une marque du neutre. Le neutre, je l'emprunte à Roland Barthes, et c'est un concept très intéressant parce qu'il stipule, il définit le fait que le neutre, c'est quoi ? C'est toujours un troisième terme, donc on n'est non ni l'un ni l'autre, mais qui esquive le conflit. Et il m'a semblé qu'en 2017, il y avait une campagne de Macron autour de cette idée qu'on pouvait en fait esquiver le conflit politique traditionnel, droite et gauche, pour pouvoir, disait-il, réformer pacifiquement la France, partant d'un constat, je pense que c'est très important pour voir un peu où on arrive aujourd'hui, le constat étant, la France elle est bloquée parce qu'on est bloqué par des conflits stériles. C'était ça son analyse de la société française. D'où, effectivement, cette proposition d'en même temps et de dépassement par cette figure du neutre que l'on retrouvait dans plein de figures, à la fois dans sa modalité de la bienveillance. Je m'étais analysé à regarder la typographie, la Gilles Sens, qui est à la fois moderne et vintage et très masculine, très féminine, la surutilisation du bleu, qui est Dixit Michel Pastoureau, la couleur du neutre. Donc il y avait tout un tas d'éléments symboliques
qui venait appuyer cette vision du monde qui était pour moi cette vision du neutre chez Emmanuel Macron en 2017. Alors, 5 ans plus tard, où en est-on? Dans votre livre, à la fin, vous posez la question, c'est quoi la marque, et je vous la pose du coup, c'est quoi la marque Macron en 2022? Vous évoquez 4 scénarios en fait. Vous parlez de la marque conversation, de la marque miroir, de la marque icône et de la marque autorité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qu'est devenue la marque Macron aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est encore là? Ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'il y avait une distinction très nette entre l'exercice et la conquête du pouvoir. L'exercice, il y avait un neutre flamboyant où, au fond, on essayait de réinventer des possibles en dépassant des conflits traditionnels, comme je viens de l'expliquer. Et j'ai essayé de montrer que dans l'exercice du pouvoir, il y avait un durcissement de la marque. C'est que j'ai parlé du neutre à la neutralisation. C'est une forme où on verrouille, où on ferme, y compris d'un point de vue médiatique, y compris d'un point de vue politique. Donc on le voit, il y a eu un durcissement très net de cette marque Macron, et ça se vérifiait où, grosso modo, d'un point de vue de l'imaginaire, on passait de l'entrepreneur politique tout seul dans son garage à trouver des solutions à des problèmes, à la figure beaucoup plus verticale de Jupiter. Bon. Alors effectivement, ce livre, il a été publié il y a 1 an, donc j'ai essayé de me projeter dans cette campagne 2022, et au fond, en essayant de regarder quelles étaient les différentes options qu'il avait déjà un peu explorées, quelles étaient celles qui lui étaient encore disponibles pour cette campagne, j'avais distingué ces 4 scénarios. On pourrait s'amuser à retrouver des éléments qui nourriraient en réalité, on rentre encore dans le même temps, dans les 4 positions. La marque conversation, c'est un peu ce qu'il essaye de faire là lorsqu'il vient en contact des gens, avec ces discussions interminables avec tout un tas de gens lors de ces déambulations. La marque miroir, c'est cette promesse, alors un peu floue, mais de réinvention d'une démocratie permanente avec toutes ces propositions de réforme institutionnelle. La marque icône, alors on l'a beaucoup moqué, c'est lorsqu'il a exhumé ce sweat militaire un peu à la Zelensky, donc il essaie de réincarner quelque chose de beaucoup plus dans le symbolique, un peu à la Obama de 2008. Et puis la marque autorité, où effectivement il a nié depuis bientôt plusieurs années, cette dérive que beaucoup ont qualifiée d'autoritaire vers un durcissement de sa proposition politique, y compris vis-à-vis de l'insécurité, de la délinquance, etc. En réalité, tout ça étant dit, je serais plus sévère sur le constat, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on est sorti de la logique de la marque. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de la marque à une logique marketing. C'est-à-dire ? La marque, ça part d'un constat, ça part d'un projet, ça part d'une vision du monde. C'était l'image de cette marque neutre que j'essaie de développer tout à l'heure. Le marketing, le point de départ est tout à fait différent, c'est qu'on parle des gens, on parle de leurs aspirations, on parle de leurs angoisses, on parle de leurs peurs. Lorsque je le vois dans cet entre-deux tours faire tout un tas de concessions programmatiques sur les réformes des retraites, lorsqu'il vient à Marseille faire un discours très appuyé sur l'écologie, on a le sentiment qu'il vient dans une logique, alors les plus sévères diraient électoraliste, moi je dirais marketing, c'est-à-dire venir coller à des segments et venir essayer d'aspirer des préoccupations des gens. C'est pas sincère, c'est-à-dire il peut pas se dire, bah voilà, j'ai pas forcément fait tout ce qu'il fallait sur l'écologie, je propose des choses. Alors c'est ce qu'il essaie de raconter. C'est effectivement la logique étant, puisqu'il a lui-même dit, vous en avez discuté tout à l'heure avec Marc Fesneau, cette idée que le Front républicain étant un peu mort, il faut réinventer et ressusciter des capacités d'adhésion. Je vois bien la stratégie. Ce qui me fait, il y a effectivement un soupçon d'insincérité dans tout ça, parce qu'effectivement, comment faire adhérer des gens à une campagne très écolo, se projetant dans un futur désirable où effectivement on serait la première nation à sortir du gaz et du pétrole, alors qu'effectivement son bilan écologique est unanimement critiqué sur cette question. Et juste pour terminer, cette logique marketing, c'est d'ailleurs corroboré par une logique média. Moi, je suis très étonné par ça. C'est qu'il y a manifestement une stratégie de la part d'Emmanuel Macron, d'un point de vue de communication, de segmenter, de siloter les messages par médias. C'est-à-dire qu'on peut être très jeune, très cool sur YouTube, McFly et Carlito, ou sa petite web-série à la Netflix qu'il diffuse tous les vendredis. Il peut parler beaucoup plus aux personnes plus âgées sur Télématin. Il peut être très intello sur France Culture, comme on l'a entendu cette semaine, ou au contraire très populaire sur France Bleu. Donc il y a cette idée qu'on pourrait segmenter les messages selon les médias, et ça correspond justement à cette logique marketing, c'est-à-dire que ça se retrouve y compris dans sa façon d'utiliser les différents médias. En un mot, un seul, comment vous qualifiez sa campagne de second tour ? Correction. Je dirais qu'il essaye de corriger toutes les critiques qui ont été énoncées lors du premier tour. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit distant, on l'a dit pas au contact des gens. Valeur actuelle avec beaucoup de cruauté à parler de campagne Potemkin. Le Parisien sur la même ligne, mais plus adouci, il parlait
campagne de tournée des darons, c'est-à-dire qu'ils allaient chez ses amis, Carl Olive, chez François Bayrou, au Havre, chez Édouard Philippe. Là, il essaye de corriger tout ça en allant davantage au contact, en montrant, alors non pas en essayant de convaincre les gens en face de lui, manifestement, puisqu'il ne marque jamais le point, c'est-à-dire qu'il y a des échanges qui sont assez stériles en réalité. Alors justement, sur les échanges, on a entendu dans la première partie de l'émission donc Emmanuel Macron en déplacement. On a du moins passé en revue tous ces déplacements de la semaine dernière. D'abord, ils ont été très médiatisés, ces moments qu'on a choisis. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'on a vu, d'abord ? Ce qui m'a frappé, c'est d'abord la durée de ces dialogues. C'est qu'effectivement, il va prendre beaucoup de temps et manifestement, il ne cherche pas à marquer le point face aux gens en face de lui. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait quand même, dans l'imaginaire macroniste, le mythe Whirlpool. Vous vous rappelez, c'est ce déplacement d'entre-deux tours il y a 5 ans où il vient face à une foule d'ouvriers d'une usine qui est menacée de fermer à Amiens juste après Marine Le Pen, une foule qui n'est pas acquise à sa cause, et il les retourne. C'est que les images, elles sont très puissantes, c'est qu'il reste longtemps. Et à la fin de l'échange, qui avait commencé avec des colibés, voire des insultes, une très forte animosité, par la force du verbe et par la force de la rhétorique, il avait réussi à avoir une forme de bienveillance. Il avait quitté ces ouvriers de Whirlpool de façon beaucoup plus bienveillante. Et je crois que ça joue comme un mythe. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'il a un bilan à défendre. C'est-à-dire que la force propulsive de l'alternance qu'il incarnait en 2017 n'est plus du tout aussi forte cette fois-ci. Et donc effectivement, le risque, c'est de multiplier des échanges où il ne marque pas le point et où au fond, il y a un risque de dérapage. Vous avez pointé effectivement les extraits les plus polémiques. Alors oui, justement, on entend, j'en cite quelques-uns, Emmanuel Macron, au cours de ses déplacements, prononcer des phrases un peu péremptoires, voire cassantes. Vous n'êtes pas dans la vraie vie, c'est ce qu'il dit à une infirmière. Ça se mélange dans la tête, ça va dans tous les sens. C'est ce qu'il dit à un habitant qui lui parle des affaires qui font de l'ombre à son quinquennat. Ça, c'est un problème, dit-il à un prof qui n'envisage pas de voter pour lui alors qu'il a rappelé malgré tout le péril fasciste. Est-ce que dans les mots et l'attitude, il est au bon endroit pour convaincre ceux qui n'ont pas voté pour lui au premier tour ? Il a voulu embrasser une rhétorique très offensive, manifestement. C'est non seulement vis-à-vis de l'extrême droite, mais aussi vis-à-vis des projets politiques différents du sien. On l'a beaucoup dépeint en candidat ou en président caméléon, c'est-à-dire capable de venir, et on se rappelle de 2017, lors des débats du premier tour, on avait un candidat qui s'exclamait « mais vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde ». C'est-à-dire qu'à force de dire « je suis d'accord avec M. Hamon, je suis d'accord avec M. Fillon », il y avait cette forme de bienveillance attrape-tout que manifestement il a totalement renversé, et donc il assume son programme, il assure sa ligne. Le problème, c'est qu'effectivement, il peut réussir 40 sorties et 40 échanges avec les gens sur le terrain. Si au bout du 41e, il y a un dérapage, il y a une petite phrase, il y a un petit mot, c'est celle-ci qu'on retient. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux pour lui d'un point de vue de communication, où il a manifestement fait le choix d'aller au contact pour contrecarrer les critiques préexistantes d'un président qui n'allait pas vraiment mouiller la chemise. L'envers du décor, c'est qu'effectivement, chasser le naturel, il revient au galop. C'est qu'effectivement, on connaît la propension de Emmanuel Macron d'avoir parler franc pour rester dans l'euphémisme, ou d'avoir des petites phrases très polémique, manifestement, c'est quelque chose qui lâche sur le terrain. On a aussi entendu beaucoup de défiance, notamment dans la manifestation contre l'extrême droite de samedi, beaucoup d'hésitation dans l'électorat, pas seulement, mais dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui représente quasi 22% des suffrages au premier tour. On n'a pas l'impression que sa campagne à Emmanuel Macron est tournée vers ses potentielles réserves de voix à gauche. Réserve de voix, voix à conquérir, et en se retroussant vraiment les manches, parce qu'une partie de ces voix pourrait se tourner vers l'abstention ou le vote blanc dimanche, on le sait. Il a essayé de le faire sur le fond, quand même, en parlant plus de social, un peu plus d'écologie. Effectivement, est-ce qu'il est crédible sur la forme, ce qui me frappe, c'est que c'est Marine Le Pen qui mène la conquête de l'électorat Mélenchon, résolument. Et alors, de deux manières. Je parle de 2 secondes de Marine Le Pen, parce que il se trouve que je lui ai consacré un livre ces dernières semaines. Marine Le Pen, ce qu'elle essaye de faire, il y a non seulement un vote de conviction, anti-système. Moi, j'assiste à un certain nombre d'entretiens qualitatifs qui sont organisés par une organisation qui s'appelle Destin commun auprès d'électeurs Mélenchon pour mieux cibler, et ce dont on se rend compte, c'est que le rejet Macron est beaucoup plus fort que le rejet Le Pen. Premier point. Et donc, le deuxième point pour Marine Le Pen, c'est non seulement de convertir en vote ce rejet du système et ce rejet Macron, mais c'est surtout, je pense qu'on ne le souligne pas assez, c'est sa capacité à faire diminuer le coût de l'abstention. Parce
que c'est ça qu'elle est en train de faire, en réalité. En se proclamant comme la candidate la plus démocrate, comme étant celle, je cite, la plus attentive à la protection des libertés individuelles. Enfin, on se pince pour entendre une candidate d'extrême droite pouvoir se réclamer de ça sans que personne vienne trop la contredire. Mais en faisant ça, elle déplace, parce qu'on le sait, l'une des grandes réticences de cet électorat, alors électorat Mélenchon, Jérôme Fourquet, dans une excellente note à la Fondation Jean Jaurès, il a parlé de l'archipel électoral Mélenchon, puisqu'effectivement, il y a plein, on le sait, 50% du vote Mélenchon, c'est un vote utile, donc il y a aussi bien des électeurs Jadot, de sociaux-démocrates. Bon, cette parenthèse fermée, effectivement, elle vient baisser le coût de l'abstention, puisque le coût de l'abstention, il est réel en termes de victoire de l'extrême droite, mais en se proclamant de cette défense des valeurs démocratiques et républicaines qu'elle cherche à incarner aujourd'hui, elle cherche à faire en sorte de faire dire à cet électorat de gauche, au fond, c'est pas si grave de venir s'abstenir dimanche, parce que même dans l'éventualité d'une victoire, elle joue à front renversé en permanence. C'est-à-dire que, au fond, c'est lui le président du chaos, les gilets jaunes, emmerder les non-vaccinés, et c'est elle, dans sa rhétorique, dans sa communication, qui serait la candidate de l'unité. Donc il y a un total chassé-croisé entre les deux, où effectivement, pour revenir à Emmanuel Macron, on le sent un peu désarmé. C'est-à-dire que toutes les cartes traditionnelles qu'il utilisait pour lutter contre l'extrême droite, et que spontanément on a envie d'énoncer, le manque de crédibilité, l'incompétence, les valeurs, enfin toutes les grandes cartes qu'on sort traditionnellement pour coincer l'extrême droite et pour contrer l'extrême droite, aujourd'hui il les retourne les unes après les autres. Donc il se retrouve, pour moi, un peu désarmé face à elle. On est à la veille du débat. Effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Alors justement, le débat, donc c'est le débat d'entre-deux tours qui aura lieu demain, donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est quoi son meilleur atout et son pire défaut face à elle? Alors, alors, je vais faire une réponse. Je crois que son meilleur atout, ça reste la crédibilité. C'est qu'effectivement, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, c'est qu'effectivement, lorsqu'on demande aux gens est-ce qu'il a la stature pour être président de la République, 65% disent oui pour Macron, seulement 39% pour Marine Le Pen. Mais je crois qu'une certaine façon, c'est aussi son pire défaut. C'est qu'au fond, je crois qu'il y aurait une grande erreur de la part d'Emmanuel Macron de venir essayer de gagner par chaos technique, comme en 2017. Il y a 5 ans, l'incompétence et le manque de travail de Marine Le Pen étaient apparus aux yeux de tous. Mélanger les dossiers, Alstom, SFR, il y a eu tout un tas de moqueries sur les réseaux sociaux, c'est devenu même des mèmes. C'est un bon signe de la pénétration d'un débat raté pour une candidate. Aujourd'hui, elle a développé une autre sorte de crédibilité qui n'est pas la crédibilité technique, sous-entendu ceux qui savent mieux que les autres. Et elle réactive des traits d'image, l'ex-banquier de Rothschild, McKinsey, les politiques qui seraient remplacés par les techniciens. Tout ça, elle est en train de redévelopper tout cet arsenal rhétorique. Non, elle, ce qu'elle développe, c'est une crédibilité empathique. C'est au fond, elle n'est pas celle qui sait, elle est celle qui sent, c'est-à-dire auprès des autres. C'est-à-dire que toutes ces propositions de pouvoir d'achat, j'ai fait beaucoup attention, c'est enrobé de tout un discours empathique. J'ai vu, j'ai rencontré, j'ai touché du doigt les difficultés, les femmes seules qui aient leurs enfants, les agriculteurs en colère, etc. Et c'est la raison pour laquelle je propose ce programme. Et donc, ce qui constitue son principal atout en tant que président sortant et en tant que candidat qui a beaucoup travaillé sur le fond, il n'y a pas de problème d'un point de vue de crédibilité technique. C'est au fond de se laisser déborder sur cette crédibilité empathique. C'est qu'au fond, à vouloir appuyer coûte que coûte, à vouloir la clouer au sol sur cette question de la crédibilité, en voulant gagner par chaos sur cette question-là, au fond, ça risque d'accentuer davantage encore ce sentiment d'arrogance, de président distant des préoccupations des Français. Il y a un récent sondage de l'IFOP qui montrait est-ce que vous êtes proche ou non des préoccupations des Français 60% oui pour Le Pen, 35% seulement pour Emmanuel Macron. D'autant que dans les déplacements, on ne sent pas nécessairement beaucoup d'empathie, notamment dans les extraits qu'on a vus, envers les gens qu'il va voir. On n'a pas l'impression qu'il cherche à les retourner, à les convaincre, plus qu'à les écouter, en réalité. C'est effectivement le sentiment qu'il laisse. On parlait de crédibilité. La Fondation Jean Jaurès publie ce mercredi, donc demain, une note que vous avez rédigée. Elle est intitulée Marine Le Pen, le masque de la crédibilité. J'en déduis qu'elle a l'air crédible, mais qu'elle ne l'est pas tout à fait. Vous pouvez résumer rapidement? J'étais, moi, un peu lassé de cette petite musique. Marine Le Pen, elle a beaucoup travaillé en 5 ans, elle s'est beaucoup améliorée. En réalité, je pense qu'elle a mené une bataille de signes. C'est qu'au fond, elle a démultiplié les signes de crédibilité pour donner le sentiment et montrer une façade de crédibilité, alors qu'en réalité, ça ne résiste pas à l'analyse. Elle a construit ce que j'ai appelé des objets de crédibilisation. C'est au fond, quand elle déploie dans ses différentes interviews, voilà, j'ai 17 livrets thématiques, ça donne le sentiment d'avoir brossé l'intégralité des grands thèmes, le numérique, la défense, l'agriculture, l'outre-mer.
Quand on regarde, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de chiffres qui sont pris sur Wikipédia, et en réalité, c'est assez vide de sens. Et ça me fait furieusement penser à ce que David Graeber, l'excellent anthropologue David Graeber, parlait de bullshit jobs. Et parlait de ces consultants qui, pour masquer leur travail, pisser des slides PowerPoint. C'est un peu la même chose qu'elle fait avec ces livrets thématiques. Et deuxième élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est toute la mise en scène de sa conférence de chiffrage, où elle reprend tous les codes du sérieux et donc du chiant, c'est-à-dire qu'elle lit de manière très morne une phrase, elle est accompagnée de 2 plantes vertes, c'est-à-dire 2 personnes qui ne prennent pas la parole, mais qui sont là pour donner tous les attraits de techno qui ont travaillé sérieusement sur le programme. Et les journalistes, les experts qui sont penchés sur tous ces tableaux Excel qu'elle a fait passer aux journalistes, ils montrent que de manière très classique, malheureusement, elle gonfle ses recettes. Quand elle dit qu'elle veut économiser 16 milliards sur l'immigration, sur les suppressions d'aides médicales d'État, personne ne sait où elle les trouve. Et à l'inverse, elle minore les dépenses. Sa réforme des retraites à 60 ans, elle estime à 9 milliards, alors que d'autres instituts le chiffrent plutôt à 26. Donc on le voit, il y a tous les attraits de la crédibilité. Elle a mené une bataille de la perception sur ce sujet-là. Et on a voulu un peu jouer notre rôle à la Fondation Jaurès pour essayer de déconstruire cette image de crédibilité chez Marine Le Pen. Très bien, j'imagine que vous suivrez le débat demain, entre 2 tours. Merci Raphaël Lorca, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et doctorant en philosophie du langage. Merci beaucoup. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Aux manettes, ce sera Christophe Gueugnot.